Bonjour à tous. Je vous remercie de m'accueillir ici. C'est une grande première pour moi. C'est vrai que généralement, j'ai l'habitude de présenter un peu mes sujets entourés par de nombreux experts parmi les différentes parties prenantes, que ce soit au niveau académique, industriel ou énergéticien. J'ai été très intéressée ce matin par les discussions sur comment on décarbone des portefeuilles d'investissement. Maintenant, on entre effectivement dans une deuxième partie, c'est concrètement comment on met en œuvre les objectifs qui sont fixés politiquement via des instruments et des outils donnés. Le choix qui a été fait au niveau européen, ça a été de mettre en place un système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, qui est un mécanisme de cap and trade, c'est-à-dire de plafonnement des émissions décroissant dans le temps de façon à atteindre un objectif environnemental donné. Voilà, c'est juste pour bien remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas un marché comme un autre, c'est un outil de politique publique. Voilà. Donc, je vais essayer de vous parler rapidement un petit peu de l'historique en fait de ces dernières années, puisque j'ai beaucoup suivi les débats et les discussions sur est-ce qu'on intervient sur le marché carbone ou non, pourquoi, comment, en combien d'étapes, etc. Je vais aussi vous parler d'un autre sujet qui est les travaux, qui sont en fait les travaux à venir, puisqu'on est quasiment en train de finir un premier pan en fait de la réforme du système européen d'échange de quotas avec la réserve de stabilité du marché, et on a maintenant tout un travail qui va s'organiser autour de la révision de la directive instaurant le marché carbone pour le préparer pour sa phase post-2020. Donc voilà. En gros, je me suis dit qu'il serait peut-être bien de réexpliquer un petit peu les principes de base de l'approche par paquet qu'on met en œuvre au niveau européen maintenant depuis un bon bout de temps. Il faut savoir que la question d'une intervention sur le marché carbone européen est apparue déjà en 2010 dans le cadre de la feuille de route vers une économie bas carbone à horizon 2050, où la Commission avait déjà souligné qu'il y avait un fort surplus sur le marché et que peut-être ça serait pas mal d'en retirer une partie de façon à rétablir l'équilibre offre-demande. Donc pour revenir un petit peu sur où se situe en fait le marché carbone dans la stratégie globale, il y a une véritable approche en fait rationnelle dans le fait de déterminer des politiques par paquet de façon à pouvoir optimiser le coût global d'atteindre des objectifs de réduction d'émissions et aussi d'atteindre les objectifs tout simplement qu'on s'est fixés au niveau efficacité énergétique et énergie renouvelable ou développement de nouvelles technologies. Donc comme on le voit en fait sur ce graphique de l'AIE, c'est tout simplement qu'en fait le prix du carbone il se situe au milieu et il permet tout simplement à terme une fois que le prix des nouvelles technologies baisse, de pouvoir le faire entrer ces technologies plus simplement dans l'économie. Alors après, en pratique, le prix du carbone, ce qu'il faut bien garder en tête, en fait, c'est que le marché carbone, ça fonctionne, c'est un outil qui est géré par les quantités, mais qu'en fait, il va être impacté par énormément de choses. C'est-à-dire que vraiment, on ne remet absolument pas en cause la nécessité d'avoir plusieurs objectifs qui sont importants de façon à pouvoir réellement atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. À partir du moment où vous allez avoir des politiques qui vont être surperformantes ou sous-performantes, les émissions sous le système européen d'échange de quotas vont augmenter ou diminuer parce qu'en fait, il y a une certaine superposition dans ces différentes politiques et le marché carbone européen, il va réagir de la seule façon qu'il sait faire, c'est-à-dire par le prix. C'est-à-dire qu'en fait, le prix va se modifier tout simplement à partir du moment où on se rend compte que le niveau de contrainte et la capacité à atteindre les objectifs de réduction d'émissions, par exemple à horizon 2020 ou 2030, si ces objectifs sont extrêmement faciles à atteindre, le prix du carbone va forcément baisser en conséquence. Donc ça, c'est déjà sur la partie interaction avec d'autres politiques. Il y a également aussi un autre principe qui est tout simplement que s'il y a une modification dans la baseline que vous aviez prise au début pour calculer votre effort, typiquement, si on a une grosse crise économique, la baseline va chuter et du coup, même si les autres politiques restent en place, le niveau d'effort sur le marché carbone européen va lui aussi diminuer. Du coup, donc ça c'est pour illustrer un petit peu les évolutions de prix, il faut quand même effectivement constater que le marché carbone européen est un marché et on a vu effectivement beaucoup de fluctuations sur le niveau de prix du marché
avec des niveaux qui ont atteint 30 € au moment où on a discuté du paquet énergie-climat Horizon 2020, puis une forte chute des prix du carbone avec la crise économique, une stabilisation autour de 15 €. On voit aussi que certaines décisions, typiquement au niveau énergétique, avec l'accident de Fukushima et l'annonce du phase-out nucléaire de l'Allemagne, les prix ont remonté tout simplement parce que qui dit sortie du nucléaire dit remplacement aussi, au moins temporairement, par des énergies renouvelables, mais du charbon aussi, donc des augmentations d'émissions. Suite à quoi on a eu l'annonce de la directive efficacité énergétique qui a modifié les anticipations des acteurs qui se sont dit si on fait plus d'efficacité énergétique, notamment sur une partie des secteurs soumis à l'ETS, on va avoir moins d'efforts à faire par l'ETS et le prix s'est à nouveau un petit peu dégradé, accentué après par les différentes crises, et on a revu une certaine stabilisation avec le backloading. Maintenant, on est à des niveaux autour de 7,30 €, effectivement, comme le disait Frédéric Vincarard tout à l'heure. Alors, on entend extrêmement souvent le marché carbone ne fonctionne pas. Effectivement, on a vu un fort écroulement des prix du carbone, mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, techniquement, ça veut juste dire que le marché carbone, il fonctionne très bien, il reflète l'équilibre offre-demande, c'est-à-dire que si vous n'avez plus beaucoup d'efforts à faire sur le périmètre ETS, le prix va forcément chuter. Voilà. Donc, nous, après, au niveau français, on a beaucoup travaillé sur les histoires de réformes structurelles et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et déjà, le premier point, c'est où étaient les problèmes du marché carbone européen. Parce qu'effectivement, on était tous d'accord pour se dire que le prix du carbone était probablement trop bas pour inciter aux investissements nécessaires à l'atteinte des objectifs de long terme. Mais concrètement, pour nous, il y avait 3 problèmes majeurs qui devaient être réglés. C'était d'une part un manque de crédibilité, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a commencé à travailler sur les réformes structurelles, on n'avait pas en fait les objectifs 2030. Du coup, on pouvait avoir l'impression qu'il y avait une certaine myopie ou de non-croyance en fait, des acteurs du marché quant à la volonté politique d'aller au-delà des objectifs 2020 en se fixant des objectifs de plus long terme. Le deuxième souci, c'était tout simplement que quand on a mis en place le marché carbone européen, en gros, on a fixé une droite descendante qui correspond aux réductions d'émissions à faire. Donc c'est très simple, c'est droit. Le problème, c'est que dans la vraie vie, les réductions d'émissions et la façon dont les choses vont évoluer sont rarement totalement linéaires et vous allez avoir des fluctuations. Comme on l'a vu tout à l'heure avec des changements de baseline, type tout simplement la crise économique ou certaines interactions non contrôlées avec le marché carbone européen, en fait, on s'est retrouvé avec une rigidité de l'offre, c'est-à-dire le nombre de quotas qui arrivent sur le marché, en dehors de toute considération de ce qui est mis aux enchères ou ce qui est alloué gratuitement. Ce qui compte, c'est l'objectif environnemental, donc la quantité de quotas qui arrive sur le marché. Alors cette quantité de quotas, elle a été complètement fixe, et du coup, il y avait une incapacité totale du marché à s'adapter à des chocs. Donc ça, c'était aussi pour nous un problème. Et évidemment, le troisième problème, qui est quand même un gros héritage de la phase 2 lié à toutes les causes que j'ai expliquées précédemment. En gros, on a un surplus assez important qui a largement dépassé les 2 milliards de quotas cette année, qui représente plus d'1 an d'émissions sur les secteurs qui sont soumis au système européen d'échange de quotas. Donc, en gros, ces 3 problématiques majeures ont entraîné tout simplement le constat que le prix du carbone était probablement trop faible pour atteindre les objectifs de long terme. Et à notre sens, il y avait plusieurs pistes pour résoudre ce problème. Le premier étant de fixer des objectifs à plus long terme. Le deuxième, c'était comment on ajuste le marché carbone européen. D'une part, en réglant le problème du surplus, et d'autre part, permettre à l'ETS au marché carbone européen, d'être plus résilient aux chocs qui peuvent se produire sur la demande. Donc, comme je vous l'ai expliqué au tout début, cette question d'intervention sur le marché carbone européen n'est pas récente. Je me suis arrêtée aux 2 dernières étapes avec la Commission européenne. Au moment, alors je ne sais pas si vous êtes très familier de ce que c'est que le backloading. En gros, comme c'était extrêmement compliqué dans le cadre de la directive efficacité énergétique de savoir si oui ou non on enlevait 1,4 milliard de quotas sur le marché,
le Parlement et le Conseil ont demandé en fait à la Commission européenne de venir avec une proposition pour résoudre cette situation. Et la Commission est arrivée avec une proposition en 2 temps. La première était une action à court terme qui visait à rétablir à minima l'équilibre offre-demande en ne mettant pas aux enchères 900 millions de quotas sur le marché, c'est-à-dire en réduisant l'offre globale de 900 millions de quotas, normalement en les réintroduisant en 2019 et 2020. Et à plus long terme, pouvoir discuter de façon plus approfondie de ce qui pouvait être fait en termes de réformes structurelles. Sur le plus long terme, il y a effectivement cette question d'objectif 2030 et de comment on fait pour aider l'ETS à être plus résilient au choc. Donc concrètement, ça c'est un peu pour résumer ce qui pour nous doit et est en train d'être fait pour que la réforme du marché carbone européen soit faite. Au niveau crédibilité, c'est donner de la visibilité avec les objectifs 2030 qui ont été fixés dans les conclusions du Conseil européen d'octobre 2014. Pour le problème de surplus actuel du marché, la France a toujours soutenu que la réserve de stabilité du marché devait être mise en œuvre de façon anticipée et que les quotas issus du backloading ne devaient pas revenir sur le marché, c'est-à-dire verser 900 millions de quotas directement dans la réserve, et permettre à la réserve de stabilité en fait, d'apporter ce qui manque cruellement au marché carbone européen, c'est-à-dire la capacité d'adapter l'offre en fonction de la demande, tout simplement. Donc cette réserve de stabilité, je vais passer rapidement, elle fonctionne en fait selon un principe de corridor de quantité avec un seuil haut fixé à un peu plus de 800 millions de tonnes et un seuil bas qui est fixé à 400 millions de tonnes. En gros, on calcule la quantité de quotas en circulation, donc somme toute le surplus, et chaque année, jusqu'à ce que vous passez le seuil haut, vous avez 12% de ce surplus qui est versé dans la réserve de stabilité du marché. Une fois qu'on passe le seuil bas de 400 millions de tonnes, il y a 100 millions de quotas qui reviennent sur le marché. L'objectif étant bien évidemment donc de piloter de façon un peu plus dynamique l'offre de quotas. Alors, au niveau du calendrier, pour être plus précis, donc la réserve de stabilité elle a été proposée en même temps que le livre vert pour un cadre énergie-climat horizon 2030 le 22 janvier 2014. On a eu un accord sur un projet de texte consolidé entre le Parlement européen et le Conseil européen le 13 mai 2015. Une fois qu'on a un projet de texte consolidé, il faut bien évidemment que le texte repasse devant les 2 instances au Parlement réuni en plénière. Donc ça sera sur la plénière qui débutera le 5 juillet. Et ça sera suivi rapidement d'un vote au Conseil européen, dont on n'a pas encore la date, mais probablement mi-juillet. Alors, par rapport, ce qu'il faut noter, c'est que le texte de compromis est finalement beaucoup plus ambitieux que ce que la Commission européenne avait proposé initialement. C'est-à-dire que le backloading est versé directement dans la réserve, donc on a 900 millions de tonnes qui vont directement dans la réserve. On a un démarrage anticipé de la réserve de stabilité en 2019 et les quotas non alloués en fin de phase, alors les quotas, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, enfin bon, c'est des quotas qui normalement sont censés revenir aux enchères sur le marché en fin de phase, mais compte tenu de la situation actuelle du marché, etc., concrètement, ça ferait, alors d'après les estimations, il y a une fourchette entre 400 et 700 millions de quotas qui reviendraient aussi sur le marché en fin de phase, ce qui n'est pas nécessairement bon en termes d'adaptation de l'offre à la demande. Donc ces quotas non alloués seraient versés directement dans la MSR et on discuterait de ce qu'on en fait ou de ce qu'on n'en fait pas dans le cadre de la révision de la directive pour sa phase 4. Ce qui nous mène effectivement aux prochaines étapes sur le marché carbone européen, c'est-à-dire que la Commission européenne a lancé une consultation publique de façon à pouvoir alimenter ses réflexions sur à quoi devait ressembler le marché carbone européen dans le contexte des objectifs fixés par le Conseil européen, donc de 40% de réduction d'émissions à horizon 2030. 40% de réduction d'émissions à horizon 2030, ça fait du 43% de réduction d'émissions pour les secteurs couverts par le marché carbone européen par rapport à 2005. Donc ça, forcément, vous allez avoir la fameuse droite va un petit peu devenir plus importante pour atteindre ces objectifs-là. Et après, on a beaucoup de choses à discuter dans le cadre de cette révision. Il faut savoir typiquement que le marché carbone européen
permet aussi le financement de l'innovation. On a eu un fonds pour l'innovation dans la phase actuelle, en fait, qui est la NER 300. Donc, c'est 300 millions de quotas qui ont été mis aux enchères pour un montant total de 2 milliards d'euros. Ça a permis de financer 38 projets dans 20 États membres. C'est des projets d'énergie renouvelable, que ce soit de la géothermie ou énergie marine ou ce genre de choses-là. Et ce fonds a été pérennisé dans le cadre des conclusions du Conseil d'octobre, c'est-à-dire qu'il va même être augmenté à 400 millions de tonnes et va permettre de financer des projets innovants, que ce soit dans les énergies renouvelables, la CCS et aussi les projets industriels. On a aussi à discuter toutes les questions de est-ce qu'on peut améliorer les dispositifs de lutte contre les fuites de carbone qu'on avait mis en place dans le cadre de la phase 3, les fonds de modernisation pour les pays qui ont un PIB inférieur à 60% de la moyenne de l'Union européenne pour les aider à moderniser leur secteur électrique, etc., etc. Donc il y a énormément de choses à discuter. Les travaux sont commencés, on attend la proposition de la Commission européenne pour pouvoir réellement lancer les discussions. Et voilà, merci beaucoup.